Bon, alors bonjour tout le monde. Euh, je vais essayer avec vous de travailler un peu, à voir ensemble, illustrer comment on peut distinguer les compétences culturelles, interculturelles et transculturelles. Euh, et j'ai pensé au départ vous présenter quand même où on en est par rapport aux problématiques et aux concepts. On a tous, je suis sûre que on est tous éducateurs d'une façon ou l'autre. Je voulais aussi vous dire qu'on a parlé au départ de démarche d'enseignement, on a parlé de démarche d'apprentissage, mais où on en est rendu aujourd'hui dans l'évolution de l'enseignement, je pense qu'on peut parler d'éducation langue parce qu'on a dépassé la compétence linguistique, on en est à la compétence langagière. Euh, on a tous remarqué que les rôles ont beaucoup évolué en tant qu'enseignant, professeur. Ce qui devient important, les mots qu'on retrouve, c'est qu'on va nécessairement former des nouvelles générations de jeunes dans des sociétés multiculturelles, donc de tout groupe ethnique. Et le but est quand même aussi, en interculturel, culturel et transculturel, de leur donner une meilleure conscientisation de leur propre culture, de celle des autres, basée sur le respect mutuel et l'acceptation des différences. Toujours en lien nécessairement avec la construction identitaire, mais on n'en parlera pas ce matin. J'aimerais quand même que vous, en fait, vous présenter nos 3 stades d'intervention pédagogique, que celle, en fait, les stades que l'on retrouve généralement, pour dépasser les représentations objectales, c'est-à-dire l'enseignement je dirais, des éléments visuels de la compétence, pour aller davantage agir sur les représentations mentales, pour aller chercher plus profondément ce qui peut différencier les individus. Oups, et là, je suis supposée cliquer ici. Suivant. Attends un peu. Alors, je dirais que ce qu'il faut retenir davantage aujourd'hui, ce sont les 3 approches qui ne font pas partie de la discussion aujourd'hui, mais qui demandent des 3 stades d'intervention nécessairement. Que l'on soit dans le développement de la compétence culturelle ou de la compétence interculturelle ou de la compétence transculturelle, dans les 3 cas, nous avons 3 types de stades d'intervention. Il faut d'abord travailler au niveau de l'acquisition des savoirs. Bon, alors je passe très vite parce qu'il y a déjà eu des articles écrits à ce sujet-là. Les savoirs portent sur la mémoire collective, donc la culture avec un grand C. On pourra parler des contextes socioculturels et des divers modes de vie qui est la culture avec C minuscule. Les savoirs, disons, c'est un point de départ pour être capable d'acquérir de façon consciente ou non consciente des savoir-faire. Donc, il faut arriver avec pouvoir s'ajuster à un environnement, savoir agir et savoir intégrer la langue, la culture cible pour savoir négocier, qui est quand même l'aspect plus, je dirais, complexe de savoir-faire. Quand on veut arriver au développement du savoir-être, nécessairement, le premier aspect très connu, c'est la conscientisation aux autres langues et aux cultures, c'est la sensibilisation, c'est ce que depuis déjà presque 20 ans, on appelle cultural awareness en anglais. Mais il faut arriver à dépasser cette conscientisation-là pour qu'un apprenant puisse savoir accepter et interpréter les autres cultures et qu'il puisse être capable d'intégrer des attitudes d'ouverture, dans le sens qu'il pourra développer nécessairement un degré d'altérité, donc une ouverture à l'autre, de l'empathie pour les différences, les similitudes des diverses cultures. Alors, j'ai pensé vous présenter l'analogie du iceberg. Vous en aurez donc 3 illustrations. Le premier iceberg, il est seul. C'est celui qui représente la culture que j'ai appelée la culture 1, qui est pour moi la culture première.
celle de notre enfance, celle avec laquelle on s'est développé, qu'on a construit notre identité. Et vous remarquez que c'est un exemple qui est fort utilisé. Pourquoi le iceberg? C'est parce qu'on sait que la partie qui est au-dessus de l'eau est toujours la partie la plus petite et que celle qui est sous l'eau est quand même celle qu'on ne voit pas et qui est très souvent la plus importante. Donc, celle qui est sur l'eau, c'est la culture externe, c'est celle qu'on peut apprendre de façon explicite, c'est celle qui est consciente, elle est facile à changer et elle comprend des connaissances subjectives. Donc, on connaît très bien les facilités qu'on a d'aller à des spectacles folkloriques, de connaître les emblèmes et d'avoir des perceptions, de regarder les comportements. La partie la plus importante, donc, c'est celle qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas, qu'on appelle la culture interne. C'est la face cachée, en somme. C'est donc celle où se joue un apprentissage qui est implicite. C'est inconscient très souvent, ça se développe sur une longue période. C'est beaucoup plus difficile à modifier des valeurs, des pensées, des conceptions que de modifier un comportement, une opinion. Et très souvent, ce seront des connaissances subjectives. Et vous remarquez que même si on est dans une seule culture, on a même chez nous, dans notre propre culture, une zone grise. Ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes opinions, les mêmes comportements. On peut avoir des gens que dans notre propre culture avec qui on s'entend beaucoup mieux parce qu'on croit qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes pensées, les mêmes conceptions que nous. C'est donc ce que j'ai représenté avec la culture dans un sens proche. Il y a les définitions, donc j'ai voulu vous sortir des définitions parce que la culture, dans l'ensemble des définitions, ce qui les caractérise, on va retrouver là, les traits distincts, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, ce qui est quand même nouveau par rapport à ce qu'on a connu avant 2000, mais j'ai souligné qui caractérise une société ou un groupe social et qui va englober nécessairement les différentes approches que l'on connaît. Que l'on parle de l'approche humaniste, de l'approche sociologique ou anthropologique. J'ai pris même une autre définition de l'UNESCO où on revient encore un peu plus, encore avec dans une collectivité, et que c'est des interactions qui sont justifiées par un système de croyances, de valeurs et de normes. Donc, ce qui caractérise la culture, c'est une collectivité, c'est une façon de se comprendre, et c'est dans le fond celle qui nous permet d'apprendre à se connaître et de construire sa propre identité. Alors, on les retrouve encore dans la recherche canadienne là, pour laquelle, en fait, que nous avons développé pendant plusieurs années là, pour le Canada. Il reste que nous avons beaucoup travaillé avec celle de Goodenough parce que c'est vraiment des façons de voir, sentir, percevoir, penser, s'exprimer, réagir. Et nécessairement dans la vie quotidienne, ça donne ce qu'on retrouve la même chose que tout à l'heure, les modes de vie, les croyances, les coutumes. Mais ce qui est important, c'est toujours les membres d'une même collectivité. Mais aussi, et ça représente une définition à une époque donnée. Remarquez que si vous cherchez une définition du mot de la culture, si vous allez dans un dictionnaire anthropologique ou sociologique, vous allez trouver à peu près 150 définitions de la culture. C'est donc qu'il faut se donner à un moment donné ou chercher la définition qui correspond plus à ce que l'on entend dans l'éducation aux langues. C'est ce qui fait que j'ai choisi l'UNESCO et puis celle de Goodenough. Bon, les caractéristiques de la compétence culturelle, après ce que je viens de donner, on est capable de voir que c'est lié à une approche humaniste et j'aurais dû ajouter, parce que je viens de voir qu'elle n'est pas dans cette version, et une approche sociologique. L'approche humaniste, c'est la culture avec un grand C.
c'est tout ce qu'on appelle la mémoire de civilisation, alors que quand on parle des us et des coutumes d'un peuple, ce sont nécessairement c'est en lien avec la diversité des modes de vie, c'est la vie de tous les jours, donc c'est ce que l'on retrouve de façon pragmatique dans la vie courante. C'est donc les caractéristiques propres à une même société, à un même groupe ethnique. Ça peut s'acquérir même dans un livre, ça peut même s'acquérir dans sa langue maternelle. On peut l'acquérir en histoire, en géographie. C'est tout à fait différent. Et ça a comme caractéristique que ça n'exige même aucun contact avec une autre culture. Si je veux aller à un degré autre, avancé, donc je me retrouve ici avec la culture, mais j'ai la représentation de deux icebergs. Le premier iceberg, c'est celui qu'on avait tout à l'heure, celui de la culture 1, mais qui vient en interaction avec la culture deuxième, la culture 2, celle que j'ai appelée exemple, et j'entre nécessairement en interaction. J'arrive donc à une interculture. J'ai toujours à l'intérieur de chacune des cultures a sa propre culture externe, sa propre culture interne, chacune a sa petite zone grise, mais c'est cette zone grise qui est l'interaction, les interactions, les contextes qui se jouent ou qui se développent entre la culture 1 et la culture 2, qui deviennent nécessairement davantage plus problématiques. Je pense que c'est un exemple qui nous définit bien, je trouve, dans le contexte canadien, où on a deux langues officielles et que chacun a quand même, que ce soit la langue anglaise, la langue française, la culture anglaise, la culture française, on a quand même nos propres affinités. Et on peut avoir des zones grises nécessairement qui vont faire qu'il peut y avoir certaines intercompréhensions, mais on se situe quand même dans des interactions et des contextes où les gens se rencontrent, donc interagissent entre eux. Et ça m'amène nécessairement cette illustration à vous parler, en fait, vous présenter le quoi, donc de la compétence interculturelle. Ce n'est plus se connaître soi-même, mais c'est s'ouvrir à l'autre culture, c'est s'ouvrir aussi. Bon, ça peut être souffrir des fois, mais c'est vraiment s'ouvrir aux autres cultures parce que nos sociétés deviennent de plus en plus, je dirais, non plus homogènes, mais des sociétés multiculturelles. Mais on est quand même dans une même dynamique sociétale de vivre dans un même pays avec quand même des populations qui ne sont plus homogènes. Donc, c'est quoi? Donc, dans le dictionnaire de l'altérité, on le définit comme une habileté à interagir effectivement avec des individus de cultures jugées différentes de la nôtre en termes de croyances, de comportements et de valeurs. J'aime beaucoup aussi Baumgartner qui nous donne une façon, disons, de savoir comment interagir. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme éducateurs? Il faut aider, donc, les apprenants, leur développer avec eux l'habileté à dépasser la frontière de leur perception, de leur représentation, l'horizon restreint de leur comportement, de leur jugement et de leur conscience. Ça nous amène aussi à savoir distinguer des perceptions qui sont considérées comme non internalisées. J'ai des perceptions, quand elles ne sont que des perceptions, on peut facilement les travailler, on peut davantage les changer, alors que dès qu'on arrive au niveau des représentations, elles sont souvent internalisées et ça représente ce que tout à l'heure on définissait comme étant la culture interne. Alors, si je vais un petit peu plus loin,
L'interaction, la compétence interculturelle, je veux vous faire remarquer quand même que les définitions du Conseil de l'Europe, c'est 1986, ce que l'on retrouve dans le cadre européen commun de référence, le cadre est là depuis 2001. Ce sont de façon formelle, mais il a été travaillé auparavant. Et depuis, on essaie de rajouter des choses pour s'ajuster au développement de la recherche. Donc, on parle d'interaction, d'échange, d'élimination de barrières, réciprocité, solidarité, ce qui implique donc la reconnaissance de valeurs, de modes de vie, représentation symbolique, auxquelles les êtres humains, tant les individus que les sociétés, se réfèrent dans des relations avec les autres et dans la conception du monde. Conception du monde étant vue en 1986 beaucoup plus en termes de connaissances et de savoir. Je vous dis ça parce que quand on va aller vers le transculturel, on va aller un peu plus loin que simplement avoir une conception du monde. On ira plus vers les savoir-faire et vers les savoir-être par rapport à notre vision du monde. Commission pour... vous avez, bon, okay, ça va. Donc, j'ai trouvé cette définition de Toussaint Fortier, cette façon de le voir, qui est intéressante, de voir l'interculturel qui implique trois dimensions. Communication privée, oui ou non, c'est parce que j'ai un message qui m'arrive. Donc, la perspective subjectiviste, c'est donc deux individus qui sont conscients de leur bagage culturel et qui varient nécessairement selon l'âge, le sexe, l'appartenance sociale et la trajectoire. Mais c'est aussi une perspective interactionniste, en ce sens qu'on reconnaît la présence de deux acteurs en présence. C'est fixé sur le rapport du je avec nécessairement l'autre. C'est le nous, c'est le eux que l'on retrouve. Et la perspective situationnelle, ici, on fait cas des différences des statuts, pas seulement des différences de normes et de valeurs dans l'interaction entre les personnes. Les cultures ont leur inscription dans l'histoire, dans l'économie, dans la politique, d'où la complexité des interactions. Alors, c'est intéressant de voir que elle est assez complexe, mais elle est encore, si vous remarquez, toujours définie interculturelle en termes de deux individus, deux acteurs, deux situations telles quelles. On arrive donc encore dans les caractéristiques. Donc, par rapport à ce qu'on a trouvé dans les définitions, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? C'est la prise en compte de diverses cultures dans une société multiculturelle. Donc, culture 1, culture 2, peut-être d'autres aussi. C'est la rencontre avec les autres cultures. C'est l'ajustement de ses propres interactions en fonction des interlocuteurs des diverses cultures. C'est l'ouverture à l'autre, à la mobilité intellectuelle, mais sans perte d'identité. L'interculturalisme, donc, il repose sur le développement de la compétence culturelle. Et ça, c'est important parce que l'inverse n'est pas vrai. Je peux enseigner la compétence culturelle et l'apprenant ne développera jamais et ne jamais travailler une approche interculturelle. Mais par contre, si je travaille dans une approche interculturelle, nécessairement, je passe par les savoirs, les savoir-faire, par la compétence culturelle que l'apprenant doit au moins connaître. Et il y a encore d'autres caractéristiques. Donc, on a remarqué que c'est une rencontre interculturelle. Donc, l'obligation de déchiffrer un autre système de code culturel. Ça met en évidence la confrontation entre deux systèmes de règles et de symboles différents, basés sur deux psychiques différents et spécifiques. Vous voyez que j'insiste beaucoup sur le 2 parce que dès qu'on va arriver dans le transculturel, on entre dans une nouvelle dimension, une nouvelle difficulté et vous voyez déjà venir
les caractéristiques du transculturel qui vont dépasser le deux symbole, les deux implications, deux systèmes. Et on est dans l'acquisition du concept de l'autre versus le concept de soi. Donc, la culture, c'est le concept de soi, c'est le concept de sa construction identitaire. La compétence interculturelle m'amène dans l'acquisition du concept de l'autre culture par rapport à mon concept de moi. Donc, je m'interroge par rapport à l'autre. Et ça peut générer nécessairement des conflits intergroupes. Je n'ose pas, j'aime mieux habituellement le terme intercompréhension ou mauvaise compréhension. Ça ne génère pas nécessairement toujours des conflits, à mon avis, mais en Europe, ils ont tendance à beaucoup utiliser le mot conflit, alors que nous, je vais parler de mésentente, d'incompréhension, mais pas nécessairement de conflit comme des fois on le définit en Europe. Et ça m'amène à cette illustration pour laquelle j'ai travaillé beaucoup plus que vous pourriez le penser, pour essayer d'illustrer, distinguer culture, interculture et les autres cultures ou l'autre culture. Donc, je retrouve nécessairement ma culture quand je suis seule, celle que je partage avec quelqu'un d'autre qui vit dans ma société ou quand j'interagis avec d'autres interlocuteurs d'une autre culture, mais j'ai quand même l'autre qui s'écrit avec un A majuscule. Il est en référence à tous les peuples et à toutes les autres cultures de tous les peuples. C'est pour ça qu'il est en référence à l'altérité. Et quand on l'écrit l'autre, il prend un A majuscule parce qu'il est justement représentatif du concept qui vient sur lequel viennent se greffer toutes les autres cultures. Mais vous remarquez qu'on retrouve exactement toujours les mêmes problématiques de la culture externe et de la culture interne. La difficulté avec cette culture, c'est sûr que la zone grise, elle s'amplifie. Elle prend de nouvelles dimensions parce que si j'ai un contact très fort ou plusieurs interactions entre la culture 1 et la culture 2, celle donc qui est dans ma propre société, celle qui fait partie de mon propre pays, il reste que l'autre m'amène à une vision du monde. Et cette vision du monde fait en sorte que ça ne veut pas dire que j'entre en contact avec cette vision du monde. Il n'y a pas nécessairement contact avec ce monde-là. C'est donc très souvent, je me crée des perceptions, des opinions, des comportements parce que je lis, parce que je vois. Je peux aussi développer, mes pensées vont évoluer, mais non pas en fonction je dirais, de mes contacts, donc de mon savoir-faire, mais parce que je lis et je constate des choses. Alors, et là, on arrive au cœur du sujet, avec la compétence transculturelle. Donc, c'est l'intégration, le respect des valeurs de l'autre, découlant de la coexistence de différents groupes ethniques de cultures en présence, dans une même société. Lorsque je suis, excusez-moi, je viens d'arrêter, là, c'est la première définition qu'on avait travaillée et que vous voyez apparaître dans les documents du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Et si je la reprends, c'est que j'ai eu une difficulté ici quand je l'ai lu, parce que celle avec laquelle je travaille, c'est la deuxième. Donc, la première partie est identique à celle que l'on retrouve dans le document du ministère de l'Éducation, alors que personnellement, la deuxième partie, pour moi, a une valeur un peu plus importante. Mais la première n'est pas fausse, mais ça veut dire qu'elle est, je dirais,
plus restrictive. Donc, c'est toujours les valeurs de l'autre, c'est la coexistence de différents groupes ethniques en présence d'une même société, mais je dirais surtout dans des sociétés distinctes, tout en prônant l'enrichissement identitaire de chacune des cultures en contact. Alors moi, je vais surtout parler de culture en présence dans des sociétés distinctes, voire transnationales, et donc liées à une vision du monde et à un enrichissement identitaire de chacune des cultures en contact. Alors, vous voyez que ici, on a matière là, à discussion et ce n'est pas aussi figé ou aussi développé que ce que l'on entend par l'approche culturelle et l'approche interculturelle. Donc, j'arrive dans le cœur même des trois types de compétences. Et j'ai essayé de faire un tableau pour vous permettre de voir vraiment les distinctions. Alors, je vais y aller par, disons, en y allant à l'horizontale, donc le développement horizontal. Au départ, quand je parle de l'approche culturelle, je vais parler des connaissances. Il y a des connaissances. Et très souvent, si je suis dans une approche culturelle, les connaissances, elles sont monoculturelles. Très souvent, je suis dans la culture externe parce que je transmets des connaissances et je peux même dire que je pourrais l'enseigner dans la langue maternelle de l'enfant. Ce qu'on a vu en Europe avec le cultural awareness. Mais dès que j'arrive avec une approche interculturelle, je suis obligée d'entrer dans des interactions avec l'autre culture, avec une autre culture. Je dois entrer dans un savoir-agir. Je n'ai plus seulement des connaissances, mais j'ai un savoir-faire, un savoir-agir qui vient s'intégrer. Et nécessairement, comme je m'intéresse à l'autre, je suis obligée de dépasser des perceptions, des comportements. Je rentre dans des éléments de la culture interne. Et si j'ai de l'interaction avec les autres, j'ai nécessairement l'utilisation de la langue première et de la langue 2, de la langue de l'autre, la mienne plus la sienne, en plus de sa culture et la mienne, donc je dirais, à transiger. Quand j'arrive dans le transculturel, j'essaie d'aller, si je n'arrive pas à avoir un contact avec d'autres personnes dans des échanges linguistiques, des échanges culturels avec d'autres pays, je pourrais essayer dans ma salle de classe de créer ces aspects-là, mais j'y suis au niveau des compétences transnationales où je ne suis plus simplement d'une vision de la culture de soi, de la culture de l'autre, mais de ces cultures dans une vision du monde où on se situe par rapport à notre vision du monde. Et je vais nécessairement parler de multilangue, j'aurais pu parler de multiculture ici aussi. Ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau quand même des savoirs, des savoirs-agir. Ce qui suit est un peu plus complexe parce que, mais ça a été décrit ça ça comprend tous les concepts de base qui nous permettent d'aller et que la recherche nous a permis de développer et nous a permis de classifier selon les niveaux. Alors, quand je parle en fonction, je reprends l'approche culturelle, quand je suis dans ma propre culture par rapport à moi, je suis dans un égocentrisme. Tout se réfère à moi. Je suis aussi dans l'ethnocentrisme parce que je suis en référence au soi, le soi de sa propre culture, et je suis dans une conscientisation de ce que représente ma culture. Dès que je m'en vais dans l'interculturel, je passe d'un égocentrisme à un sociocentrisme. Je suis obligée de m'intéresser à d'autres contextes sociaux, environnementaux et tels quels. Je ne suis donc plus dans simplement moi, mais un relativisme, moi et l'autre. J'ai des interactions.
Et je dois par le fait même avoir différentes interprétations qui ne sont plus nécessairement celles que j'avais quand je pensais qu'à ma culture, mais par rapport à l'autre, j'ai des interprétations qui se jouent. Euh, oui, perdu le son. Vous voulez vous en aller dans une conversation privée, alors j'ai perdu le son. Alors, vous m'entendez? Ça doit. Ça va? OK. Donc, je continue. J'étais donc dans l'approche interculturelle et la dernière, dans la deuxième colonne, donc, et deuxième partie du tableau, où j'en suis à être capable d'arriver à déceler les spécificités de l'autre. Dès que j'arrive aux compétences transculturelles, vu que j'étais dans une vision du monde, j'essaie de situer, de me situer, de situer l'autre, mais dans une perspective beaucoup plus universelle. Donc, on parle d'universalisme, de chercher les réciprocités, donc les similitudes, non pas simplement les différences, parce que je veux aller quand même dans un esprit d'être capable de générer la médiation avec d'autres cultures. Et ça m'amène nécessairement à des analyses métacognitives où je suis obligée de faire des distinctions entre, par exemple, la tolérance, la sympathie, l'empathie. Ça m'amène donc à aller plus profondément à la découverte des caractéristiques du savoir-être. Si je m'en viens maintenant, je reviens donc à la dernière partie, mais je reviens à l'approche culturelle. Au départ, je suis dans un savoir comprendre. Euh, je, je, il faut que j'arrive au moins à savoir comprendre l'autre. Je peux avoir les apprentissages des connaissances, donc la mémoire collective, la mémoire sociétale, les normes sociétales, les modes de vie, on en a parlé tout à l'heure. J'étais dans du savoir, dans des connaissances. Dès que j'arrive dans l'interculturel, j'ai un pas de plus à faire. Sur papier, je peux dire ce qu'il faudrait faire, mais dans l'approche interculturelle, comme j'ai interaction avec l'autre, il faut que j'arrive à une ouverture aux autres cultures, que je sois capable de négocier dans les interactions avec les autres et que j'ai une recherche de consensus potentiel quand il peut y avoir mésentente ou discorde. Et nécessairement, quand j'arrive à l'approche transculturelle, il faut que vous voyez que les analyses métacognitives sont beaucoup plus importantes. Il faut que je sois capable de devenir critique, que j'ai une pensée réflexive, donc par rapport à ça. On parle souvent, Byron va parler de s'engager, Doyer aussi, s'engager dans le sens que je peux, en fait, ce qu'avec Zarat, on a développé comme étant la médiation culturelle. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus d'ailleurs. C'est comment s'engager dans la médiation culturelle et la didactique de la médiation. Ça demande donc des valeurs internalisées et ça demande d'avoir de nouveaux rapports aux autres cultures et par rapport à l'autre, comme dans l'universalisme dont on parle et la vision du monde. Alors, donc, dans le document, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je vous l'ai placé ici parce que je voulais quand même que vous ayez de façon synthèse, un document synthèse où vous retrouvez quand même les trois types de compétences pour avoir un aperçu. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir consulter le site web xenoréférence.ca. Il n'est pas prêt présentement parce qu'on vient d'en faire une mise à jour très importante. Il sera là pour septembre. Vous avez une synthèse du projet de recherche, de la recherche que je dirigeais avec mes confrères
au niveau sur justement l'identité, les représentations culturelles et les compétences culturelles, interculturelles, transculturelles. Vous allez avoir les définitions des concepts associés à la recherche. Donc, n'importe quel mot que vous allez chercher qui est en lien avec compétences interculturelles, vous allez retrouver des définitions pour chacun. Il y a quand même, ce que je vous donne tout de suite au numéro 3, des sources de référence aussi. Il y a plus de 2000 ouvrages. Ils sont présentés par ordre alphabétique des auteurs selon les concepts liés au champ de la recherche. On a donc 6 thématiques et on a 11 catégories. Donc, vous retrouvez toutes les définitions et c'est un site qui est en progression, donc que l'on va mettre à jour avec l'aide de partenaires. Alors, si des fois vous voulez devenir partenaire, vous nous le direz, et parce qu'on a déjà commencé, on a des partenaires en Europe et pour l'Amérique centrale. Donc, je pense pour le Canada, on pourrait faire quelque chose. Et on est en train aussi, c'est en production, de présenter, de travailler la synthèse d'ouvrages de référence qui sont considérés comme des documents qui ont influencé les fondements théoriques du développement des compétences culturelles, interculturelles et transculturelles, pour que si vous êtes dans des milieux institutionnels et que vous n'avez plus de recherchistes, parce que maintenant on n'en a plus, alors, vous pourrez au moins vous référer au départ au site pour aller chercher certains éléments. C'est donc un peu... attends, je ne vous présente pas le reste parce que c'est pour vous. Donc, on va avoir une période de questions, mais je veux juste vous dire que ce qui suit, c'est que vous avez 6 tâches qui vous sont présentées, 6 exemples de tâches, et que, en fait, si vous avez à vous en servir, je pense que c'est pour discussion. Il n'y a pas... Oui, il y a des réponses, des choix préférés, mais ce n'est pas fixé dans le béton. Vous pouvez avoir de très belles discussions à partir des 6 tâches qui vous sont présentées. Et j'ajouterai une colonne si j'étais vous, si vous voulez vous en servir avec d'autres personnes pour discussion, fin de discussion. J'ajouterai une colonne après tâche, je mettrai les 3 types d'intervention. Je mettrai est-ce que c'est un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être? Et dans quelle approche les exemples se situent? Est-ce que c'est une approche culturelle, une approche interculturelle, puis une approche transculturelle? J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser pour poursuivre, parce qu'une demi-heure, c'est trop court, poursuivre la discussion, en discuter avec d'autres et peut-être revenir sur le sujet un peu plus tard avec des éléments que vous jugeriez utiles de discuter ou d'approfondir. Au plaisir de travailler ensemble. D'accord, merci.